erreurs cruciales dans la mise en œuvre de plusieurs sous-compétences, que ces erreurs soient caractéristiques si possible de plusieurs copies, que l'on organise en classe la réécriture collective de quelques-unes d'entre elles. Extrait du programme du CIEGEC pour l'enseignement professionnel. On veillera à aider les élèves à apporter tout le soin orthographique qu'exige une production écrite qui se donne à voir, ainsi qu'à enrichir leur syntaxe et leur lexique chaque fois que cela sera possible. Et sur le terrain, dans les écoles, qu'observe-t-on concrètement? Lors des premières missions qui suivirent la réforme de l'inspection, il s'est avéré que les enseignants avaient le sentiment que l'enseignement de la grammaire était proscrit au profit de l'entraînement aux tâches communicationnelles. Ils estimaient qu'une cloison étanche séparait ces deux types d'approches. Certains méconnaissaient le programme et enseignaient la grammaire en dépit de toute recommandation méthodologique. Un cas extrême en la matière fut sans doute celui de ce professeur exerçant dans l'enseignement qualifiant qui appuyait son cours sur un unique syllabus de grammaire couvrant 3 années d'études et censé résoudre tous les problèmes d'écriture de ses élèves. Et lorsqu'il prit sa retraite, peu avant l'examen de décembre, ses élèves se virent proposer, outre quelques exercices semblables à ceux qu'ils avaient l'habitude de résoudre, la rédaction d'une lettre de motivation. Si les exercices grammaticaux étaient plutôt bien réussis par l'ensemble des étudiants, la lettre de motivation, par contre, s'avérait de façon générale peu étayée, syntaxiquement peu correcte et très mal orthographiée. Les règles maîtrisées en situation d'exercice avaient été oubliées en cours d'écriture. Il y avait là un véritable conditionnement. Et force était de constater que le dicton était d'application et que c'est bien en rédigeant que l'on apprend à rédiger. Aujourd'hui, sans doute est-ce l'un des bienfaits de l'inspection, la majorité des professeurs ont pris connaissance de leur programme et sont informés de ses recommandations relatives au savoir langagier, même si cette connaissance reste parfois superficielle et si les interprétations des recommandations méthodologiques apparaissent assez diverses. Le statut de la grammaire dans l'enseignement général et technologique. Dans l'enseignement général et technologique, la plupart des enseignants considèrent que l'essentiel de la grammaire de phrase a été enseigné au cours des années antérieures, à défaut d'être acquis. Certains, en début d'année scolaire, procèdent à un contrôle diagnostique des compétences orthographiques et ou grammaticales de leurs élèves. Mais la plupart n'entreprennent pas ensuite la remédiation censée améliorer les lacunes constatées. Ces enseignants ont conscience que la maîtrise de l'orthographe passe par la maîtrise des règles grammaticales, mais certains ne conçoivent pas que la réflexion grammaticale, au-delà de l'appropriation des principes qui régissent notre langue, vise une maîtrise réelle du sens des messages que nous échangeons et donc un fonctionnement plus efficace des actes de communication. Beaucoup de professeurs éprouvent des difficultés à mettre en œuvre une réelle réflexion sur la langue, telle que la préconise le référentiel et les programmes. Leur tentative de se conformer aux prescrits des référentiels et programmes se limite à des leçons ou exercices de vocabulaire et des leçons de révision ciblant les problèmes orthographiques et morphosyntaxiques les plus récurrents, c'est-à-dire les accords du participe passé, du nom, du verbe, de l'adjectif, les homophones, la concordance des temps, l'expression de la cause et de la conséquence, l'emploi de pronoms relatifs et le bon usage de la ponctuation. Ces leçons offrent peu de bénéfices, alors que beaucoup d'enseignants restent convaincus que la connaissance théorique garantit la maîtrise de la langue.
En pratique, les enseignants les plus âgés, et ils sont nombreux dans l'enseignement secondaire supérieur, ont souvent pour référence le bon usage de Maurice Grévis et André Gauss, même si leurs études les ont amenés à consulter ou étudier d'autres grammaires. Criard, Wilmet, Warnant, Baguette et Francard, Cherdon. L'université et la haute école, en ce qui concerne les professeurs enseignant dans la filière qualifiante, les ont peu formés à l'enseignement de la grammaire et ils n'ont plus reçu de formation en la matière depuis la fin de leur formation initiale. En 1986, ces enseignants de ma génération ont, dans le meilleur des cas, reçu de la part de leur direction ou de leurs inspecteurs un exemplaire du code de terminologie grammaticale. Mais ils n'ont parfois découvert son existence qu'à l'occasion d'une conversation avec un collègue, souvent enseignant dans le degré inférieur. Se sentant davantage concernés par l'enseignement de la littérature, ils ont feuilleté le nouveau code et ont découvert une logique et des termes sensiblement semblables à ceux qu'ils utilisent et se référant à Erasme, se sont dit avec philosophie qu'il y avait autant de grammaire que de grammairiens et que l'important était d'amener les élèves à pouvoir écrire et s'exprimer correctement. Aussi, la manière dont ils conçoivent leurs leçons de révision et de remédiation relatives à la grammaire de phrase va-t-elle à l'essentiel. Les exceptions sont laissées de côté et la réflexion est encouragée. Concrètement, lorsque l'accord du participe passé est revu dans l'enseignement secondaire supérieur, le professeur s'attache à revoir son accord lorsqu'il est employé avec les auxiliaires être et avoir. Il invite à distinguer les verbes essentiellement pronominaux et ceux qui ne le sont pas, et à se poser les bonnes questions pour trouver le complément direct du verbe dans la phrase. Ainsi, incite-t-il les élèves à reformuler ou transposer leur production pour dissiper leurs doutes orthographiques, à cerner le paradigme des mots dont la graphie est problématique. La plupart des professeurs de l'enseignement secondaire supérieur maîtrisent bien l'essentiel de la réflexion grammaticale traditionnelle et relativement bien la terminologie qu'elle utilise. Certains vocables et nuances s'avèrent cependant problématiques pour beaucoup, tels modalisateur, expansion ou encore aspect du verbe. Et le complément direct du verbe est resté un complément d'objet direct pour beaucoup d'entre eux. Ils ne conçoivent pas l'enseignement et l'entraînement des savoirs langagiers sans le recours à un métalangage. Les termes les plus fréquemment employés lors des leçons de remédiation sont ceux qui désignent les natures des mots, leur fonction dans la phrase, ainsi que les temps et modes utilisés en conjugaison. La terminologie utilisée dans le bon usage leur paraît suffisante pour mener à bien les remédiations efficaces, dans la mesure où elles font appel à la métacognition, mais relativement épisodique. Les acquis qu'elles sont susceptibles de générer ne font guère l'objet de réinvestissement. Collégiales, elles produisent un effet momentané et ciblé qui vise des erreurs récurrentes mais non forcément générales. Les lacunes inhérentes à certains groupes d'élèves allophones, par exemple, ne font généralement pas l'objet de révision. La construction réelle d'une réflexion sur le fonctionnement de la langue en lien avec la grammaire de phrase apparaît peu. Elle s'exerce principalement dans le domaine de la stylistique et de l'analyse textuelle et vise à analyser les moyens mis en œuvre par les auteurs pour communiquer leur vision du monde dans un cadre générique donné. Dans ce cadre, les professeurs s'attachent bien souvent à enseigner les figures de style de manière exhaustive. Les cahiers attestent de nombreuses pages consacrées à ces figures. Elles associent leur nom à des définitions et à quelques exemples, mais leur réinvestissement reste à nouveau très limité.
Une réflexion analogue est menée s'agissant des registres de langue utilisés dans les documents. Elle invite à prendre conscience de la pertinence de l'usage des niveaux de langue dans des situations données et à les employer opportunément. S'agissant des grammaires de texte et de discours, l'on s'attache à mettre en évidence l'organisation du texte et ce qui lui confère sa cohésion, les caractéristiques de l'énonciation, de la progression thématique, ainsi que les structures et intentions dominantes des textes analysés. La cohérence, la pertinence et la conformité générique des productions d'élèves sont des critères d'évaluation habituellement rencontrés dans les grilles. Il semble que cet usage et cette réflexion résultent pour les professeurs les plus âgés de la formation continuée, mais les jeunes enseignants sont en général mieux préparés à ce type d'enseignement. Les enseignants soulignent généralement la majorité des erreurs commises par les élèves dans leurs travaux, mais peu d'entre eux prennent la peine de les commenter. Les grilles d'évaluation renseignent les étudiants sur leur capacité à respecter le code, mais n'explicitent pas la nature des fautes les plus récurrentes. Les étudiants sont peu appelés à s'amender et à se corriger. Conformément aux recommandations du référentiel, la mise en pratique des leçons de remédiation pourrait pourtant avoir ici sa place, l'élève étant amené à réfléchir à la façon dont il utilise la langue, aux fonctions des mots dans la phrase et aux accords régis par leurs différentes natures. Dans la filière technique et professionnelle, il arrive fréquemment que les erreurs des élèves ne soient pas soulignées par les enseignants. Pour leur défense, il faut signaler que nombre d'élèves inscrits dans cette forme d'enseignement maîtrisent mal la langue française et que certains sont issus des classes passerelles. Enseigner la grammaire en se référant à la terminologie grammaticale apparaît dans ces circonstances une réelle gageure. Les injonctions laconiques des programmes et référentiels cèdent le pas au sentiment qu'il ne faut surtout pas décourager les élèves. Faut-il préciser que dans l'enseignement